Alors, je vais présenter Elisabeth, que vous avez peut-être vu déjà la petite notice qu'on a publiée sur Facebook de l'IREF, mais bon. Alors, Elisabeth, est-ce que c'est le Novici ou le Novici? Non, le Novici. Le Novici est critique et historienne d'art. Elle a été journaliste à Libération de 1991 à 2006. Elle co-dirige depuis 2006 avec Patricia Fabière et Natacha Pédrézin-Bachelet. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est Natacha Pédrézin-Bachelet. Bon, écoute, j'ai fait. Donc, elle dirige avec ces deux personnes un séminaire à l'École des instituts en sciences sociales, intitulé Something You Should Know, artiste et productrice. Il y a un lien où vous pouvez retrouver cette information. Elle tient un blog critique et collabore depuis 1990 à de très nombreux ouvrages, séminaires et colloques consacrés aux artistes contemporaines, au féminisme, à l'activisme, aux questions de genre et à la théorie queer. Activiste dans la lutte contre le VIH-Sida, elle a été cofondatrice du Fonds de dotation LUG lesbienne d'intérêt général. Là encore, on a un lien. Elle est la co-auteure avec Catherine Gonard de Femmes artistes, artistes femmes, Paris, de 1880 à nos jours, aux éditions Hazan. Alors, je donne la parole à Elisabeth maintenant. Merci. Alors, bonjour, je suis contente d'être ici. Ravie que vous soyez là. Je sais qu'il y a une grève, je sais que voilà. Donc, j'espère que vous n'avez pas franchi une grève. Tu m'as rassurée, tu m'as dit que non. Bon, ça c'est quand même important. Je suis d'autant plus contente d'être avec vous aujourd'hui et je suis ravie que ça se passe comme ça dans une situation où si vous avez envie d'intervenir, je vous en prie, intervenez. Hein. J'ai fait long, mais on peut faire court, on peut faire encore plus court, on peut discuter, enfin c'est un peu comme vous voulez, même si c'est enregistré et que vous êtes obligé de donner votre autorisation. Dans ces cas-là, voilà. Vous aussi, vous entendez? Ça va. Alors voilà, c'est grâce à la lutte contre le VIH-Sida que je suis devenue féministe. Pas dire que je l'étais avant. Enfin, je n'avais pas du tout conçu à quel point ça allait devenir une de ma vie. Je suis devenue féministe, je me suis engagée en tant que lesbienne, après m'être engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Après qu'au début des années 1990, j'ai compris, grâce à l'activisme SIDA, que les choses étaient liées. Qu'un pouvoir homophobe était également un pouvoir sexiste, qu'une société qui pratiquait ou qui autorisait l'exclusion des personnes homosexuelles ou trans était également une société misogyne, une société qui autorisait aussi le racisme. Et je pense que ça remonte à loin. Alors, j'ai mis des illustrations. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, alors attends. Ça n'a pas d'influence sur le Zoom, c'est juste que ça apparaît là, ça va disparaître. D'accord. Mais ça se fait en diaporama. Ça s'appelle en diaporama de toute façon. Il faut le fermer. Ouais. Oui, voilà, il y a un X. Regarde, oui, il y a un X. Quand tu vas dessus, il y a un X, ça se voit. Non, oui, voilà. Voilà, et est-ce qu'on peut le mettre en diaporama? Et là, c'est pas en diaporama? Non. Tu peux diminuer un peu la taille. Mais je crois que l'écran. le problème, c'est le zoom, c'est pas le PowerPoint. Non, mais tu peux comme faire comme 85% et là, ça devient gigantesque. Donc, je veux. Ouais, arrive. Oui. Mais est-ce qu'il est déjà en diaporama là? Non, là il est en. Moi, je crois qu'il est apparemment, mais c'est juste qu'il est sur le zoom, donc il y a le zoom exclu, mais c'est pas le PowerPoint. Il est en diaporama. Il est déjà là. Ok,
Mais là, ça cachette en fait, ça va Et là, je s'arrêter. peux mettre ça ici, on peut cacher comme ça. Mais peut-être que la barre en haut, on peut la cacher, je sais pas comment. Arrêter le partage, là. Ah non, parce que si on Non, partage non, pas, non, non, on laisse comme ça. Ok. On va avoir réduit et bon, comme ça, on c'est laisse bon. comme ça, ça fait un peu bizarre, c'est pas tout à fait discussion. Donc, je disais, je pense que ça remonte à loin et probablement peut-être à cette panique homosexuelle, une terminologie qui dérive de Freud et qui a été redécrite par la théorie du queer au passage. Cette panique, donc, naît avec l'apparition des supposés premiers cas, que les comptes rendus médicaux, mais surtout les médias, à partir de 1981, disent atteints par un syndrome qualifié d'homosexuel. Le premier nom du sida, c'est GRID, Gay-Related Immunodeficiency. Le sida reste une maladie homosexuelle, même lorsque l'acronyme AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, remplace le précédent et que la découverte du virus VIH il y a exactement 40 ans aurait dû défaire cette stigmatisation homosexuelle. Mais pas du tout. L'apparition dans le discours scientifique et médiatique des figures contaminantes, dites des 4H, vise spécifiquement des personnes ou des populations haïtiennes, homosexuelles, héroïnomanes, hémophiles. Vous savez, l'histoire des H, c'est quand même assez auquel s'ajoute plus tard la travailleuse du sexe de Foucault. Il n'est pas anodin que s'opère à la faveur de cette panique homosexuelle un regroupement des cours subalternes exclus par une frontière qui se veut imperméable. Mais surtout, cette façon de faire opère une essentialisation majeure, celle qui se fait quand on parle des pratiques, par exemple l'injection de drogue par voie intraveineuse, pour personne droguée. Ce passage de la pratique à la personne me paraît très important. Et ça produit une confusion qui a d'ailleurs autorisé dans l'histoire la démission initiale des pouvoirs publics et d'une large partie du corps médical, en tout cas en France. Et en retour, puisque ce sont des personnes, des victimes, pas loin des coupables, toujours, on ne fait aucun travail sur les pratiques. Et en particulier, historiquement, dans les années 80, et d'ailleurs pendant tout le 19 et 20e siècle, le corps médical a vraiment dédaigné de s'intéresser à tout savoir, à toute recherche concernant les sexualités et le corps médical. Comme le souligne l'américaine Paola Chrysler dès 1987, la panique, c'est pas seulement la peur, c'est pas seulement cette peur que nous partageons d'ailleurs tous ensemble et que tous les corps partagent. C'est pas seulement la répulsion, la trouille de contaminer, la trouille de polluer, c'est aussi l'ignorance et l'invisibilisation de toutes ces pratiques. C'est ainsi que l'épidémie du VIH/SIDA donne lieu à des formes de lutte qui sont aussi des formes d'organisation collective et en particulier en matière de savoir, de technique, de maîtrise des données scientifiques, économiques, linguistiques et de l'analyse des décisions administratives et gouvernementales. Donc, l'idée du politique, c'est ici associée à celle de l'information pour tenter de faire pression sur les médias, sur la recherche, sur l'administration et sur les modes de gouvernement. Et c'est pour ça, à mon avis, que je suis c'est parce que je suis devenue activiste dans la lutte contre le sida, dans ce travail-là, que ça m'a permis effectivement de réfléchir à d'autres formes militaires, d'autres formes. Lorsqu'avec Jean-Baptiste Bourseau, nous interviewions Ève Kozlowski-Sedgwick pour le magazine LGBTQI Ex-Aequo, c'est un magazine français qui a une très peu de temps, elle nous disait par autre chose. Elle me disait, je crois qu'il y a des raisons claires pour lesquelles l'urgence du sida a rendu la théorie nécessaire. Parmi ces nombreux et puissants effets,
le VIH a créé une crise de compréhension des identités sexuelles, au moins celles qui étaient courantes au début. C'est un fait, le virus n'en a rien à foutre de qui vous êtes, que vous considériez comme gay, lesbienne, trans, que vous considériez comme hétéro ou pas, que vous ayez une compagne ou un compagnon, que vous soyez africain ou européen ou asiatique, que vous soyez hémophile ou soignante, et ou usagère de drogue, et ou travailleur du sexe, et ou monogame, et ou polyamoureuse, etc. Le virus suit rigoureusement le vecteur des actes et pas des identités. En même temps, la plupart des chemins interprétatifs concernant le virus, en particulier l'interprétation phobique, mais aussi les possibilités d'éducation, de prévention, d'activisme, etc., sont arrivés jusqu'à un certain point, et jusqu'à un point devaient arriver dans une relation plus ou moins ténue aux identités résiduelles et nouvelles. En d'autres termes, il fallait que ces identités, comme elle dit, aient la volonté de savoir, c'est-à-dire de... Et pour moi, c'est ça qui fait toute la complexité des mouvements de lutte. Cette contradiction entre une approche, enfin, à leur début, en tout cas, cette contradiction entre une approche généraliste, qui a été celle de nombreuses associations, qui soustrait les identités et qui met en avant l'aide malade, et la personne du volontaire, toujours mise en avant par ces associations, et puis de l'autre côté, une revendication politique, celle qui a été par exemple la nôtre à Acton, Paris, un peu plus tard que les premières, et qui a pris pour base une communauté historiquement affectée par le VIH-Sida, ce qui lui a permis, comme il était homosexuel, disait-elle à l'époque, ce qui lui a permis de formuler, depuis la mobilisation spécifique d'un discours à la première personne, je suis malade, une théorie du minoritaire, et l'étendre à d'autres minorités. Voilà comment je suis devenue féministe, par le biais de la lutte. Simplement, il y a une chose dont je me suis un peu aperçue à ce moment-là, en retour, c'était qu'effectivement, la communauté SIDA qui s'était formée autour d'Acton, par exemple, comme justement un mouvement politique, une revendication politique, qui mettait en avant les personnes historiquement affectées par le VIH-Sida, évacuait complètement, évacuait beaucoup les femmes, et notamment les lesbiennes. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en exergue cette amie, Patricia Alliot, c'est la photographie que j'ai tirée d'Instagram, tout simplement, et Patricia, elle tient un des posters qui a été reproduit pour l'exposition à laquelle j'ai participé au Palais de Tokyo, qui s'appelle Exposé, d'après le livre que j'ai écrit il y a quelques années. Et nous avions invité dans l'exposé un collectif lesbien et non binaire dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle Fierce Pussy, collectif new-yorkais, d'un certain nombre de personnes qui se sont révoltées justement contre l'invisibilité des lesbiennes dans les mouvements politiques de lutte contre le sida, et notamment au sein d'Acton New York, mais dans beaucoup d'autres mouvements, et qui ont donc formé ce groupe spécifiquement lesbien, donc depuis la lutte contre le sida, qui a après abordé différents domaines politiques, et qui a commencé donc par faire ces affiches qui ont été partout dans la rue, enfin, et plusieurs fois affichées dans les rues new-yorkaises et puis un peu partout. C'était donc ces affiches qui utilisaient où elles s'étaient réunies à grande vitesse devant une machine à écrire, et puis elles s'étaient mises à essayer de penser tous les noms, les insultes, hein, les petits noms qu'on donnait aux groupes. À l'époque, dans les années 90-91, et donc elles ont fait plusieurs listes comme ça, dont celle-là, et elles avaient rajouté à l'époque un I'm proud, et j'en suis fière. Et quand elles se sont reformées en 2008 et qu'elles ont recommencé à travailler, elles ont utilisé cette expression que je préfère évidemment I'm so happy, puisque je la trouve beaucoup plus intéressante, et vous aussi, et quel est un peu le leitmotiv de ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Alors,
j'avais un long paragraphe sur le fait que il me semble que la théorie queer a suivi un peu le même chemin que moi, puisque donc j'ai toujours pensé, et je crois qu'on a toujours dit d'ailleurs, que la théorie queer était un petit peu la théorie dont le sida était la pratique, dont l'activisme sida était la pratique. Dès 1987, l'artiste, poète, activiste séropositif Greg Bordovitz écrit As a 23-year-old faggot, I get no affirmation for my culture. En tant que sujet abject, sujet invisible, la communauté sida devient le pivot d'une conversation qui est à la fois pratique et théorique, et qui situe entre l'invention de concepts et l'invention de nouvelles pratiques de vie, entraînant une critique radicale des normes sexuelles et de genre, décolonisée du modèle médical qui constituait l'une des seules sources de subjectivation. Comme le rappelle encore, oui, vous me suivez là? Ben oui. Outre la dévastation produite, le VIH-Sida a posé un énorme problème pour la pensée et dans l'activisme SIDA, l'interpénétration de la théorie et de l'activisme est immense et très productive. Les mobilisations collectives qui questionnent les normes sexuelles et de genre depuis les marges contribuent à construire un autre imaginaire du corps en trouble avec la normalité, en trouble with norm, comme le titre de ce livre du Michael Walton. La théorie se produit dans ce contexte critique, dans tous les sens du terme critique. Il n'est pas anodin d'ailleurs que dans toutes les introductions à leurs ouvrages, plutôt d'ailleurs dans les rééditions, les préfaces, les rééditions tardives qui elles ont fait à leurs ouvrages, on a appelé les ouvrages un peu fondateurs comme ça, des études queer, aussi bien Sedgwick que Butler que Teresa de Benedictis placent en fait leur écriture dans l'ordre de l'épidémie et en parallèle avec les actions activistes, avec la pratique de la désobéissance civile, avec la pratique des ZAP, avec la pratique des performances urbaines des corps malades. Elle place aussi ce que le sida leur a fait au cœur de leur cartographie culturelle et politique. Ou des corps invisibles, des vies effacées des récits nationaux, des morts jugées indignes de toute considération institutionnelle se mettent à compter. Ça avait une transition, mais pardon, oui, il y a des. Non, ça devrait marcher, c'est ça. J'avais une petite transition. Alors, j'ai essayé d'illustrer, donc, ça c'était une œuvre, une œuvre absolument magnifique, une série de photographies absolument magnifiques qu'on a aussi montré dans l'exposition, donc, dont je peux parler, hein, exposée au Palais de Tokyo, qui est une œuvre de la série qu'a faite ce photographe d'Afrique du Sud, Santu Mofuken, qui est mort il y a quelques années. Il a fait toute une série en noir et blanc sur les maisons des familles dont les parents étaient morts du VIH-Sida et donc ils restaient complètement dévastés, abandonnés à leur état, dans leur état. Voilà, l'état qu'elles avaient à la mort de ces personnes et dont les seules personnes qui restaient parfois étaient donc les enfants. Donc des maisons habitées par des enfants qui avaient, enfin en tout cas dans les photographies que Santu a faites, qui laissaient finalement exactement l'état où elles avaient été laissées par la mort des parents. Ah, voilà, donc une de ces photographies pour me montrer que je trouve particulièrement soignante. Dans la précarité aussi. Alors, une œuvre, ça n'est pas une œuvre qu'on vous montrait, mais vous connaissez peut-être, et je vais vous montrer quelques images très mauvaises d'ailleurs du film qui a été fait, dans les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, et la précarité des vies. Il y a évidemment ce travail absolument magnifique de l'artiste britannique Donald Bromley, dont je parlerai tout à l'heure, qui a fait donc une maison avec des morceaux de sa peau. Voilà.
Les études queer, comme l'épidémie du VIH/SIDA, proposent ensemble à décomposer une théorie du sujet valide et intégrée. C'est ça dont j'ai envie de parler. De la vulnérabilité, comme échapper à la victimisation, mais aussi comme relation à la détresse, à la perte, au deuil. Pour moi, c'est exactement ce qui a fait l'intérêt en fait, de cette exposition dont je vous souviens pas. C'est Thérèse qui a rapporté le catalogue. Donc je vais vous faire passer, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on a essayé de faire avec eux. Cette relation à la perte, au deuil, mais surtout à la vulnérabilité, est devenue l'effet d'une exposition récente. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de prendre en compte dans l'exposition qui a été donc curatée par François Piron, qui travaille au Palais de Tokyo, et dont j'ai été conseillère scientifique, qui s'appelait Exposé ES, en écriture inclusive, et qui a pris pour objet un livre que j'ai donc écrit il a été publié en 2017, il a été republié en 2021, et il s'est appelé Ce que le sida m'a fait. Voilà, j'utilisais la première personne dès le titre, et c'était très important pour nous. Voilà. On peut en parler si vous voulez. Donc j'avais essayé de dire que ben voilà, on m'avait demandé de faire une anthologie de travaux, et puis en regardant mes travaux, je m'étais aperçu qu'en fait, tout ce que je voulais faire, il y avait entre eux une sorte de fantôme, de marque, qui était entre eux, même si je ne parlais pas du sida, c'était le sida. Ce qui m'avait fait dire, effectivement, je fais partie d'une génération qui n'est pas la génération, qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui, qui, par rapport avec le VIH/SIDA est certainement différent, mais dans ma génération, et ben, dans les années 80, effectivement, les personnes proches de moi sont mortes. Et j'ai passé 10 ans dans une espèce de sidération totale à prendre soin de mes amis, parce qu'il y avait pas voilà, c'était ça qu'on devait faire, et dans une espèce de. Et ça a été quelque chose qui, effectivement, tellement marqué ma vie, y compris de faire entrer dans une association de lutte contre le sida, et y compris donc de me faire devenir féministe, militante lesbienne, etc., échanger complètement mon écriture. Voilà, donc cette marque en creux, elle marquait tout ce que j'avais fait, même si je n'en parlais pas, et que mon idée, c'était que, évidemment, c'était ce qui était arrivé à tout le monde, bien sûr. Et que, bien entendu, encore aujourd'hui, on peut voir ces marques en creux et cet effacement. Et donc, voilà, donc j'ai essayé de partir de cette hypothèse, et c'est un petit peu ce qu'a repris le commissaire de l'exposition, le curateur de l'exposition de Piron avec moi-même. On l'a appelé exposé, ES, et alors immédiatement, on s'est quand même, on s'est dit qu'on ne voulait pas du tout faire une exposition nostalgique, on voulait faire une exposition d'après un livre. Alors déjà, ça, c'est un truc assez boiteux, assez vulnérable. Comment on fait une exposition d'après un livre traduit en exposition, ça marche pas, quoi. Il y a des moyens propres à l'exposition et des moyens propres à l'écriture qui ne marchent pas toujours ensemble. Il y avait déjà quelque chose qui était un peu bizarre. Et puis, moi, j'étais terriblement angoissée, puisqu'effectivement, ça n'arrive pas très souvent. On écrit un livre, puis tout d'un coup, on voit, est-ce que on n'a pas formulé des hypothèses à vérifier. On a essayé de mettre ensemble des œuvres selon une méthode qui n'était pas du tout une méthode, qui était une espèce de façon de travailler par association d'idées, par affinité, par amitié. Enfin, pour moi, ça marche comme ça. Je n'ai pas du tout fait de plan. Je ne sais pas faire des plans. Mais maintenant, j'essaye de les faire et ce n'est pas évident. Et voilà, donc tout d'un coup, les espèces le fonctionnement de sa tête, finalement, le voir corroboré ou pas par une expo, ça me faisait une trouille absolument démentielle, quoi. Alors, n'en restons pas là, parce que la vulnérabilité, elle est
vulnérabilité, bon, la vulnérabilité dans les pratiques muséales, c'est généralement un très mauvais objet. Hein. Généralement, la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité des œuvres, c'est-à-dire qu'un musée est toujours là aussi dans la trouille de voir les œuvres dont elle demande le prêt, qui coûtent très cher, et tout d'un coup, il faut payer les droits de douane, il faut payer les assurances, il faut payer les transports, il faut payer la maintenance des œuvres, et généralement, l'objet vulnérable pour les pratiques muséales, les pratiques institutionnelles, conventionnelles, c'est les choses, les objets. Et il faut aussi les préserver parfois d'un public, en tout cas en France, qu'on appelle vulnérable. Ça veut dire un public qui n'est pas du tout conscient. Là, je mets tous les guillemets, qui soi-disant n'est absolument pas conscient de ce que c'est du respect qu'on doit avoir dans un musée, et que donc on doit faire très attention que ce public ne contamine pas les œuvres. Hein, j'utilise volontiers, je dis exprès, toutes ces expressions. Donc, au Palais de Tokyo, on s'est dit, on va essayer de changer un petit peu cette fonction de la vulnérabilité et cette stigmatisation, on va dire, de la vulnérabilité. Alors, on a décidé aussi deux choses qui nous apparaissent très importantes. La première, c'était qu'on emprunterait le moins possible, qu'on ferait le plus possible de production, pour insister sur la capacité de penser les choses depuis cette aujourd'hui l'exposition, parce qu'un livre, pour revenir en arrière, faire semblant de ne pas avoir été écrit aujourd'hui, n'est pas une exposition. L'exposition, elle est là, visible, présente. Et donc, c'est dans cette présence, ce présent de l'exposition qu'il faut agir. Et puis, la deuxième chose qu'on a décidé de faire, et ça, on voit ça dans le catalogue, c'est justement embrasser de près les changements qui ont eu lieu depuis et qui se sont confirmés depuis que j'ai écrit mon livre. J'ai écrit mon livre en écriture inclusive, mais depuis, il y a eu quand même des tas d'autres tentatives que l'écriture inclusive en français pour penser la non-binarité. Et en particulier, il y a en France, je pense que c'est la même chose, j'imagine que c'est la même chose chez nous, ici, à Montréal, notamment des collectifs de graphistes qui ont essayé de penser justement une langue non-binaire, une écriture non-binaire en tout cas, parce que c'est beaucoup plus difficile à le penser de façon parlée, une écriture non-binaire, et donc on a demandé effectivement à une graphiste qui s'appelle Roxane Maillet. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ouais, moi je la connais, mais ça c'est C'est chouette, alors tu vas nous en parler. Donc, Roxane Maillet est une graphiste elle s'est beaucoup illustrée, elle fait des t-shirts absolument incroyables. Et elle a fait beaucoup de choses autour de. Vous savez qu'en ce moment, en France, c'est la renaissance triomphale et la canonisation assez imposante de Monique Wittig, qui a beaucoup de lien avec et donc, Roxane a travaillé avec un collectif de graphistes qui s'appelle Bye Bye Binary, et qui donc essaye d'inventer des fonds, des caractères, hein, qui ne soient pas, qui essayent de pallier et de penser autrement la non-binarité, en tout cas la binarité de la langue. Voilà. Donc, et donc, tous les textes qui ont été commandés sont écrits avec des caractères bizarres. Donc, tout d'un coup, on voit un mot qui fait comme ça, comme ça, comme ça, histoire de marquer effectivement l'inclusivité de la langue. Et ça, c'était vraiment, pour nous, c'était c'est vraiment très important de penser aussi la vulnérabilité de la langue. En particulier au moment où il y a des batailles en France très violentes, et en particulier de la part des institutions, mais aussi des médias, pour préserver une langue très binaire. Et binaire dans tout. Voilà. Alors, ce qu'on a voulu faire aussi, ce dont on s'est aperçu qu'il y avait possibilité par cette exposition, c'était de
cette capacité de contamination, on pourrait dire, entre la vulnérabilité des œuvres, des situations et des personnes. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Et ça a beaucoup aussi interrogé la façon dont moi je voyais les expositions. L'exposition, on regarde, c'est bien fait, c'est bien connecté, c'est mal connecté, qu'est-ce que les artistes produisent par rapport à leur travail, par rapport aussi à des présupposés esthétiques qu'on serait supposé avoir. Et là, tout d'un coup, il y avait plus du tout ça. Il y avait des affects et des émotions qui étaient très forts, imprégnant finalement, contaminant ce qui était à la fois ce qui était exposé, mais aussi, vous savez, je pense toujours à ce que Jacques Lacan a introduit dans l'idée d'analyse, quand il parle de l'analyse, l'analysant, l'analyser. Ben là, c'était un peu l'exposant, l'exposé, hein, quelque chose qui se passait là. Et je pense que le titre était assez indiqué. Et tout ça, d'en tirer ça. Vous me suivez toujours? Alors, une œuvre exemplaire dans l'exposition pour parler de ça, c'est celle de Moira Davey. Voilà, qui sera là demain d'ailleurs au colloque. Moira Davey a choisi de faire deux choses. Elle a choisi de tisser une relation avec les images vulnérables d'Hervé Guibert. Vous connaissez Hervé Guibert, donc c'est critique de photographie, qui a beaucoup écrit dans le monde, et qui a beaucoup écrit, et qui a aussi fait des photographies. Du sida dans le hyper film qui est passé à la télévision après sa mort du sida au début des années. Donc, elle a choisi Moira, elle a déjà, Moira est quelqu'un qui travaille avec des textes, avec des livres, beaucoup, elle travaille beaucoup avec l'objet du livre des autres, avec des bibliothèques, avec d'autres images. Et on peut dire qu'elle est en grande partie l'autrice d'une réévaluation, en tout cas pour moi, du travail d'Hervé Guibert. Il se trouve que l'activisme Yachida était très énervé par la trilogie d'Hervé Guibert et surtout à l'ami qui m'a passé la vie, parce que dans ses livres, Guibert trace une sorte de lien causal entre l'homosexualité et le sida. Alors j'ai essayé de vous dire que c'est effectivement malheureusement tout le travail qui a été fait socialement, avec cette idée de panique homosexuelle qui a fait du sida une maladie homosexuelle. Et avec Guibert, fait un peu le contraire. Il a essayé de tracer pour sa propre vie, mais en généralisant quand même un peu beaucoup cette espèce de destin homosexuel du sida. Donc il avait été très détesté par les activistes quand son livre avait. Le premier livre, à la nuit qui m'a passé d'aujourd'hui, sur rapport avec le village, est sorti. Et depuis les années 2000, et en particulier grâce au travail qu'a fait des personnes comme Moira Davey, c'est vrai qu'on a complètement re-regardé et on a effectivement aussi re-regardé ses photographies. Alors, elle avait choisi, c'était intéressant, par exemple celle-ci, destruction des négatifs de l'éléphant. Toute la question de la vulnérabilité de la photographie, de la matière même de la photographie négative, et de tout ce qui sert à faire des images, était ici montré. Donc, elle avait choisi un ensemble de photographies qui avaient tout un rapport donc, avec la pratique artistique, graphique, optique, visuelle, d'écriture, de magnétophone d'Hervé Guibert. Et elle disait, voilà, Hervé Guibert crée ces associations de textes et d'images qui influencent depuis toujours mon imaginaire photographique. En voici une autre, par exemple. Un table de travail, Mahmoud, l'homme blessé, c'est le filtre du scénario du film de Patrice Chéreau que Hervé Guibert a fait en 1982. Voilà la table de travail avec les matériaux qui sont là dans leur fragilité photographique. Et donc, Moira Davey les a installés ces tirages.
venant de la collection de la Maison européenne de la photographie à Paris, en face à face avec les siens propres, qui sont donc ces deux ensembles sur deux registres dont on va voir un petit peu quelques détails, qui s'appelle visiteuse. Comment dire, à droite, vous avez un bout d'une œuvre de Zoé Léonard, qui est une retravail qu'elle a fait pour la première fois depuis 40 ans. D'après un travail qu'elle a fait à la Documenta de Cassel en 1992, où elle avait choisi un musée avec une collection d'œuvres qui était mûre, et elle a décidé de faire enlever toutes les œuvres où il y avait des représentations masculines et à la place d'y mettre ces photographies de nude. Mais j'en parlerai un peu. Moira Daly. Donc voilà, c'est donc une sorte de travail, de série sur un double registre. Et la particularité, là encore, la grande vulnérabilité, fragilité, et son contraire d'ailleurs, parce que qui dit fragilité dit aussi grande résistance, grande fragilité du travail de l'artiste, c'est que depuis très longtemps, depuis 2007, depuis qu'on revoit les images de Moira Daly, elles ont une manière d'exposition assez étrange, puisqu'en fait, ce sont des tirages où il y a des images, et là, il y a beaucoup de textes, mais souvent, il y a seulement des images, enfin, peu importe, c'est-à-dire des images et des textes, qui sont donc tirés sur des feuilles, qui sont ensuite pliés et envoyés à leur destinataire d'exposition. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez, elles sont timbrées, timbres, et puis il y a le nom de la personne à qui ces œuvres doivent être envoyées. Et ces œuvres sont donc envoyées au personnel des musées, des festivals, des galeries dans lesquelles ces œuvres vont être exposées. Qu'elles mettent directement, il y a une dédicataire finalement directement de l'œuvre. Qui sont donc, alors c'est intéressant parce que c'est pas seulement les gens importants du musée auxquels ces œuvres sont envoyées, comme on envoie des cartons de vernissage, on envoyait des cartons, par contre ça passe par internet, on envoyait des cartons à des gens importants, puis des autres qui avaient qu'à venir après. Là, tout d'un coup, il y a effectivement le personnel du musée qui est impliqué donc, dans l'œuvre, au titre de destinataire. Et par ailleurs, donc, il y a tout un petit parc de pliage que chaque personne qui envoie encore un courrier postal appose à ses œuvres. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça rend aussi véritablement sensible finalement à ce qui arrive. C'est-à-dire cette idée que l'œuvre n'est pas déjà... Ce qui se passe entre le moment où l'œuvre est avant tout produite et le moment où on la regarde, c'est une série d'opérations énormes qui n'est jamais présente, très peu prise en compte par les pratiques muséales. Ils devraient peut-être à chaque fois se livrer dans ce travail archéologique qui consiste à se demander qu'est-ce qui est arrivé à ce travail depuis qu'il a été montré, produit, fabriqué pour la première fois. Moi, je trouve que c'est tout l'objet de la critique d'art, c'est justement de s'intéresser à ce qui s'est passé après. Et on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Les œuvres, elles ont été découpées, elles ont été dispersées. Enfin, on sait ça, par exemple, pour les tableaux, pour les fresques de la Renaissance. Pour les tableaux de la Renaissance, je veux dire, ce qu'on voit dans les musées, c'est des tout petits morceaux qui ont été prélevés, découpés, revendus, redécoupés, parfois réinstallés ensemble, mais pas toujours. Voilà, donc ça, je trouve ça vachement important. Et puis, l'objet de ces tirages, c'est en fait l'association de photographies que Moira a faites, comme ça, pendant, en rencontrant des lieux, des personnes, vous allez voir, et son carnet, un carnet de notes qu'elle a fait l'été d'avant. Et dans ce carnet de notes, elle a transcrit verbatim une conversation qu'a eue son fils Barney
et son compagnon, Jason, aux urgences d'un hôpital quand Barney, fils, a eu un épouvantable accident de voiture qui l'a laissé très mal, très abîmé, avec les vertèbres du cou qui avaient été brisées, une plaie à la tête. Mais Barney voulait absolument parler avec son père des drogues qu'on lui donnait, des traitements qu'on lui donnait à l'hôpital, en l'occurrence de la morphine et du fentanyl, malheureusement bien ici. Et Barney voulait interroger son père, il est assez lucide sur le fait comment se fait-il que vous prenez des drogues à la maison, vous, des drogues festives, bon, voilà, de cannabis, etc., que vous voulez, que ses parents prennent à la maison, et cette hypocrisie dément qu'il y a entre ces deux pratiques, finalement, les drogues festives à la maison et le fait qu'on se donne des drogues à l'hôpital, de façon très surveillée, etc. Qu'est-ce que c'est que ça quel rôle ça joue dans nos rapports familiaux? Comment est-ce qu'il y a deux régimes, deux poids, deux mesures de régime de drogue, finalement, dans la famille? Alors, je continue en citant Moira. La transcription est rédigée de ma propre main. Quand la conversation a commencé, j'ai attrapé un petit carnet et rapidement noté ce que j'entendais. Donc, il y a des erreurs, des lettres et des mots qui manquent. J'ai intercalé quelques commentaires, mais c'est pour l'essentiel un texte que je reçois qui échappe à mon contrôle. Et c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, cet aspect, en quelque sorte, résumé du texte. Alors, continuons sur la vulnérabilité, la précarité. On a vu celle de sa matérialité, mais on voit aussi celle de l'objet lui-même. Il faut rattraper, noter de façon très précaire. Et puis, il y a la vulnérabilité de la situation, les soins intensifs à l'hôpital, les états de corps des personnes en conversation, la conversation drogue. C'est pas pour rien pour moi que l'œuvre s'appelle Visiteur 2022. La précarité d'objet fait une sorte de liant précaire entre l'exposé, l'exposante, mais aussi finalement le visiteur. C'est qui la visiteuse? Est-ce que c'est pas aussi nous, moi, toi, qui regardent les visiteuses de l'exposition et le transfert qu'il, elle, peut opérer, ce lieu qui est créé finalement entre la franchise de la visiteur et les visiteurs, visiteuses de l'exposition. Donc, alors, voilà, Barney fait des jeux de mots sur le Fountain, What a Rush, Roxy Fountain, etc. Donc, ce sont des photos que Moira a faites de Barney. Et donc, elle a cherché dans ses archives toutes les photographies qu'elle avait faites de pharmacie. Alors, ma grille de lecture est celle de l'hôpital, qui est l'endroit où je suis née, où j'ai passé mon enfance. Je me suis davantage construit par rapport à la structure de l'hôpital que par rapport à la cellule familiale, explique l'artiste Benoît Pierron. Et si l'hôpital, en effet, devient une grille de lecture? Comment se fabrique l'imaginaire d'un corps, d'une sexualité? Qu'est-ce que vivre, comme Benoît Pierron l'expose, avec une maladie de compagnie? C'est une très belle expression, je trouve, pour parler de fait, voilà, on vit avec la maladie depuis sa vie. Alors, là, vous avez une image, c'est pas de Benoît, vous allez voir après, c'est un artiste qui figurait aussi dans l'exposition, donc Donald Rodney. Je ne sais pas si vous le connaissez, s'il est connu ici. Non. Alors, il a été l'un des co-fondateurs du Black Art Group en Angleterre, entre 1982 et 1984. Il était atteint d'une maladie auto-immune très grave, et il expliquait lui aussi que la métaphore de la maladie est une clé pour comprendre la matérialité du travail visuel. La proximité de la maladie, la proximité de l'hôpital sont
sont aussi des clés pour comprendre l'état d'impuissance et le regard posé sur soi, non seulement comme personne non valide, mais aussi comme personne racisée. Donc pour Donald Romney, il y a vraiment ce lien qui est fait dans son travail entre le fait d'être une personne racisée, une personne noire, et le fait d'être non valide. Alors, dans le film, d'ailleurs, il y a un truc très bouleversant qui m'a fait aussi beaucoup penser à ce que peut écrire Derek Jarman, qui était aussi dans notre exposition, dans son livre Chroma. Tout d'un coup, il y a un rapport aux couleurs. Quand on est artiste, c'est important, les couleurs, quand on n'est pas artiste aussi, qui tout d'un coup devient quelque chose de complètement différent. Il dit, quand j'étais petit, le vert était ma couleur favorite. Je me souviens de ma mère qui m'avait tricoté un peu vert, et moi qui le portais tout le temps, mais maintenant, je n'aime plus du tout cette couleur. Elle me rappelle qu'on m'a ouvert en deux, qu'on m'a découpé les hanches, des sickle cell, sa maladie s'appelle sickle cell. Découper les hanches à coups de scie à métaux et de ciseaux. C'est une couleur de contraste pour les chirurgiennes. C'est pour ça qu'elles doivent porter du vert et avoir des draps verts alors, autour des draps de la chirurgie, afin que le rouge du sang ressorte bien dessus. Je vous conseille vraiment, je crois qu'il est sur YouTube, ce film absolument formidable. Donc, voilà. Donc, le film de Donald Romney était projeté. Et donc, il y avait, essayant l'exposition, un certain nombre de fauteuils dont je vais vous parler. Donc, ces fauteuils ont été réalisés par l'autre artiste dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui vit avec une maladie, donc qui travaille avec une maladie de compagnie, et qui dit aussi que la maladie lui inspire un format paysage, donc il travaille en format alité. Peu importe sur quoi il travaille sur un format où il est allongé. C'est intéressant, je trouve, là encore, cette contamination qui existe entre le fait d'être et le fait de produire quelque chose d'habité aussi. C'est intéressant de penser finalement que les formats paysages, les œuvres d'art qu'on voit sont des formats habités. Alors, ça devrait nous rappeler qu'effectivement le festival de Bâle sert peut-être de métaphore. Et en fait, depuis quelques années, Benoît utilise, depuis son dernier cancer, en fait, il a réalisé, donc il voulait travailler avec sa mère. Et il a trouvé dans un magasin français qui s'appelle Leroy Merlin. Bon, c'est un magasin où on trouve, magasin pas cher, hein, où on trouve de quoi bricoler. Hein, c'est un peu le. Avant, il y avait un magasin qui s'appelait Monsieur Bricolage, et comme on est un peu plus convivial, maintenant on appelle Leroy Merlin. On est plus royaliste et moins binaire, et moins masculiniste pour le bricolage. Donc, c'est un magasin de bricolage. Et donc, chez Leroy Merlin, ils vendent un truc étrange, c'est ces choses-là. Hein. En fait, c'est vendu comme des chiffons, et en fait, c'est des draps d'hôpital français. Les draps d'hôpitaux en France, ils sont lavés, relavés, surlavés, relavés, recyclés, relavés, etc., jusqu'à ce qu'il y ait des taches qui partent plus. Et qu'il y ait qui deviennent inconsommables, impropres à l'utilisation de l'hôpital. Et donc, dans ces cas-là, ils sont vendus probablement à Leroy Merlin, qui en fait de la charpie, et qui vend donc des torchons, quelques sous, mais ils les vendent quand même. Ce sont des draps de fleurs. Et donc, Benoît a découvert à sa grande stupéfaction que Leroy Merlin vendait ces trucs. Et il a décidé de travailler, de faire du patchwork à partir de ça. Et donc, en fait, il a fait des paravents, il a fait d'abord des choses, tous les formats possibles qu'il a trouvés. Et il a décidé pour l'exposition, il a décidé donc de faire des fauteuils. C'est-à-dire un endroit où on s'assied, on met ses fesses augustes sur les fauteuils. Si on avait envie de s'asseoir il fallait s'asseoir sur des draps d'hôpital c'est très joli, ces pastels, ces couleurs pastel. Alors on voit, comme il dit,
ce sont les broderies des hôpitaux, effectivement, c'est de l'art de la broderie des hôpitaux, et qui porte mon héraldique en charpie. Voilà, donc c'est devenu à la fois sa marque de fabrique, mais en même temps, il y a effectivement toutes ces marques de métal et ces taches. Quand on regarde, là on ne les voit pas très bien, mais quand on regarde de près, là on voit, il y a effectivement des taches. Et ce sont des. Voilà, on comprend très vite d'où elles viennent, mais effectivement, ça peut faire un effet assez bizarre, mais en tout cas, c'est vraiment un effet intéressant. Donc, Benoît dit, vous pouvez aussi lire son texte en catalogue, c'est très beau texte. Hein. Aujourd'hui, je prends la responsabilité avec mon travail de diffuser l'image de corps alternatifs. Et j'ai davantage envie de parler de ce corps. Avec le patchwork, je réunis des draps et des voix qui ne sont pas les miennes, mais qui portent cette vulnérabilité. Alors, vivre en vulnérabilité collective. Le VIH-Sida nous a bien montré comment les espaces communautaires apparaissent comme des lieux de soutien et les familles alternatives apparaissent comme des lieux de soutien et des sources d'information qui produisent un savoir au plus près de l'expérience qu'il est indispensable d'entendre et de voir. De voir quoi? Alors, une des premières sections de l'exposition exposée, les sièges de Benoît Pierron, qui ont été utilisés pour regarder, mais pas toujours, les gens se mettaient beaucoup plus près. Une des premières salles de l'exposition était consacrée aux peintures réparatrices du Bamba Bani Women's Group, qui est un collectif de femmes séropositives d'Afrique du Sud. Ce sont les premières body maps qu'on a pu repérer en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida. Donc l'idée, en fait, pour ces femmes, qui étaient 12 en l'occurrence, il y avait 12 femmes et un homme, 13, qui étaient des personnes qui avaient accès au traitement antirétroviral à Kayebicha, un township des Beaubourgs de Cape Town. C'est important de dire ça parce qu'elles ont commencé à faire ce travail-là au début des années 2000. C'était un moment où le président de l'Afrique du Sud, qui s'appelait Thabo Mbeki, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avait déclaré que le VIH ne causait pas le sida, qu'il n'y avait donc absolument pas besoin d'accès au Le sida n'existait pas, il n'y avait pas besoin d'accès. Que personne séropositive n'était pas malade. Donc, ces femmes, ce groupe d'autosupport de ce township a décidé de se porter volontaire pour raconter leur histoire publiquement, en élaborant chacune et chacun un récit qui donc allait mettre des mots sur ces cartes corporelles, qui est donc, comme vous pouvez le voir, toujours réalisé sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on dessine les contours de son propre corps et on le dessine 2 fois. Donc il y a probablement cette idée de devenir. Hein. Il y a l'avant, l'après, ou le fond, la figure, ou un fond, comme ça, toujours un peu neutre, et puis une figure qui se charge de choses, des mots, des symboles, de la peinture, parfois des photographies. Par exemple, des extraits de journaux, etc., qui vont donc dessiner pour ces femmes le récit de leur vie. Et le récit de leur vie avec le VIH. Tout d'un coup, une histoire, un savoir, des ressources apparaissent, à la fois, comme ces personnes le disent, à la fois pour survivre, pour vivre avec, finalement, parce qu'il faut pouvoir se rapporter pour vivre avec, et puis pour aussi informer les autres. Et donc, il y a cette double corporéité qui se manifeste. Ces body maps, ces cartes corporelles, ont été rendues publiques en 2003, après que le gouvernement du Sud eut permis l'accès au traitement de toute personne séropositive. Après cela, qui a été seulement conquis en 2000, une partie de ces cartes corporelles a intégré la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud à Johannesburg. Alors, elles se sont beaucoup répandues, ces body maps.
hein, dans plusieurs pays d'Afrique, en Inde, au Canada, en France, et notamment grâce à une personne qui a joué aussi un rôle très important pour notre exposition, qui s'appelle Isabelle Santis, grâce à laquelle nous avons appris, le curateur François Piron a pu repérer et emprunter ses travaux du Bambamani Doniti, parce que Isabelle Santis est une art thérapeute qui a elle-même utilisé ces techniques des body maps auprès, notamment, elle m'en a beaucoup parlé, auprès de groupes de femmes séropositives qui ne peuvent pas dire leur séropositivité à leur environnement familial, à leur environnement proche. Hein. Et donc, comme elles ne peuvent rien dire, Isabelle organise des groupes de support avec ces femmes qui dessinent, qui font ces cartes du corps, qui dessinent ces cartes corporelles, qui peuvent tout d'un coup accéder à une image d'elle-même et à une parole sur elle-même, et comme elles ne peuvent pas la dire, Isabelle récupère les cartes et est obligée de les garder dans un lieu clos, puisqu'elle n'a pas le fan, elles ne peuvent pas être montrées. Et donc, on a beaucoup parlé de cette histoire parce qu'Isabelle voulait en faire quelque chose, hein, dans l'anonymat de ses femmes, et en préservant l'anonymat de ses femmes, mais qu'elles puissent aussi de temps en temps aller les voir. Et ça, on avait volontairement d'ailleurs utilisé des facsimilés de ces images pour justement que ces femmes puissent avoir accès sans cesse à leur image. Hein, parce qu'il y a ça aussi, l'idée de pouvoir toucher, de pouvoir prendre des choses, qu'à l'exposition de l'événement de personnes absolument. Alors, cette histoire de, voilà, donc, tout le monde était vraiment, les récits étaient absolument démentiels. Enfin, vraiment, les récits de ces femmes étaient complètement déments. Quel travail elles ont dû faire. Même certaines d'entre elles sont encore vivantes, ne le sont plus. Et effectivement, tout d'un coup, ça met on se rend compte que les belles images, c'est aussi des récits qu'elles alors, là voilà Isabelle. Elle est en train d'organiser une action ruban rouge au sein de l'exposition exposée. Donc, Isabelle, elle se présente comme lesbienne, séropositive, ancienne d'actopile. Elle a été écoutante dans les lignes téléphoniques comme drogue infoservice et sida infoservice, qui sont très importantes dans les années 90-2000. Elle est encore sœur de la perpétuelle indulgence. Et donc, elle est aussi art thérapeute, travaillant avec des personnes qui vont avec le VIH. Et ce que je trouve intéressant chez Isabelle, c'est qu'elle a très vite compris l'importance des archives dans une approche holistique du soin. Du soin psychologique, médical, social, qui soit aussi culturel et culturel. On en vient à la phrase de Greta Thunberg, où suis-je si je n'ai pas fait. Et donc, sous un autre nom, qui est celui de Queer Code, Isabelle Santis s'efforce de travailler les archives, de faire des incursions dans les temps d'archives, de les rendre publiques, et elle a ainsi rendu public, elle a fait tout un travail autour des femmes, des lesbiennes qui ont été impliquées dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, elle dit aussi que faire découvrir l'histoire des mobilisations contre le VIH, c'est permettre aux gens de découvrir des ressources individuelles et collectives, pouvoir témoigner si elles ont participé, et pour celles qui n'ont pas pu ou pas su en prendre attention, se situer aussi dans cette histoire de lutte, peut-être en être artiste ou présent. Alors, elle a été importante au sein des côtés, avec ce lien avec la vulnérabilité. Elle a vraiment été embauchée par le palais de Tokyo pour former toutes les personnes qui allaient être en contact avec les visiteurs. Et en particulier ce qu'on appelle les médiatrices, hein, c'est-à-dire ces personnes qui viennent raconter l'exposition, qui viennent parler de l'exposition. Moins les gardiens, le palais de Tokyo n'a pas jugé bon que Isabelle forme les gardiennes, mais bon, gardiennes aussi. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte à quel point les affects et l'émotion étaient déjà en cause dans l'exposition, c'est-à-dire qu'Isabelle a été chargée de former les médiatrices à recevoir des récits qui allaient peut-être être extrêmement difficiles à supporter pour elles, pour eux, et aussi
à les écouter et à pouvoir aussi les noter et éventuellement en faire quelque chose et faire un travail avec les visiteurs. Hein, qui ne soit pas simplement un travail de, alors voici une œuvre, comme je suis en train de le faire avec vous, voilà une œuvre de machin, etc. etc. C'est ça que j'ai trouvé absolument important, et je pense que le Palais de Tokyo, on a pris plein la figure, et que, bon, disons qu'ils avaient déjà décidé, mais ils ont décidé de continuer dans ce sens. C'est-à-dire, on ne reçoit pas toujours, on ne parle pas toujours de la valeur. Parfois, tout d'un coup, il y a des émotions qui se manifestent, et ces émotions-là, je crois qu'au Canada et ici à Montréal, vous faites beaucoup de travail aussi dans les musées, enfin, les musées en général, sont en train aussi de se rendre compte que il y a des objets rituels, il y a des objets d'émotion, il y a des communautés qui ont des réactions particulièrement violentes par rapport à certains objets, et qu'aujourd'hui, des visiteurs, c'est pas seulement des gens qui viennent voir de belles œuvres. En tout cas, ça devrait être le cas pour les musées. Mais on lui a demandé encore une autre chose. Et on lui a demandé de nous aider à travailler autour d'une œuvre. Voilà les gens qui ont travaillé avec Isabelle et nous, qui sont là, en train d'en parler. À une autre œuvre qui est travailler à essayer de pousser un peu les limites du travail d'un des artistes qui a été le plus canonisé par les institutions depuis 30 ans ou 40 ans, qui est Félix González-Torres. Félix González. Alors, ce qu'on a demandé à Isabelle, c'est de faire travailler des personnes survivant avec le VIH-Sida depuis très 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 longtemps, survivant du VIH-Sida, de venir nous aider à retravailler le portrait de Julie Holt, donc une amie très proche de Félix González-Torres, dont Félix et Julie ont fait donc ce portrait. Vous savez, chez Félix González-Torres, l'idée du portrait, c'est donc de travailler avec quelqu'un, avec un modèle qui ne soit pas un setter, quelqu'un d'assis, mais quelqu'un qui donnait à Félix des dates et des noms, des événements, des lieux qui avaient été particulièrement importants pour cette personne. Hein. C'était dans sa vie et dans la vie collective, dans la vie publique, dans la vie politique. Et donc, avec son ami Julie Holt, il a réalisé un portrait de Julie Holt, donc c'est les dates et les noms, enfin les expressions, les événements, etc., comme Césarea en 1957, Take Notes, ça c'est hein, donc elle a bon, on peut en déduire que peut-être elle est née d'une césarienne, elle est née en 57, on peut dire c'est peut-être sa date. Donc Julie a fait son portrait, mais il avait demandé, c'était très important pour son travail, comme toutes ses œuvres, et les œuvres, elles sont toujours présentes. Il n'y a pas d'œuvre passée, il n'y a que du présent. Donc, il avait demandé qu'à chaque fois que cette œuvre serait présentée, eh ben, la personne dont c'était le portrait l'augmente ou enlève des dates et des événements et en met d'autres. Donc, ici, Take No Prisoners 2018, par exemple. Là, Félix est mort en 96, donc manifestement, Julie Holt a rajouté des dates et elle a refait son portrait à chaque exposition. Et là, on a demandé à Julie, on a surtout demandé à ces 5 personnes, donc qui s'appelaient, je vais vous dire leur nom parce que c'est important, Nadia, Nathalie Lecomte, Lionel Louis, Patricia Valentin et Xavier Villain, de venir pour un workshop de 2 jours à Paris, pas à Paris, et de travailler avec nous à faire leur portrait. Donc chacun a mis les dates et les mots, les textes, les noms qui pour eux étaient importants. Ça a été un moment incroyable. Et on a sélectionné un certain nombre de dates ou de mots et on les a envoyés à Julie qui les a intégrés à son portrait. Et donc, en fait, donc vous voyez, Vente libre de seringues, qui est en français, qui n'est pas en anglais, c'est l'apport d'une des personnes qui a participé au workshop. Ouf 1996, qui commémore probablement l'arrivée de la thérapie, c'est encore une de ces personnes survivantes françaises
qui donc tout d'un coup fait partie du portrait, ou a intégré le portrait collectif de Julio. Et donc, ce portrait a, vous voyez, bon, se développait, c'est comme ça que Félix González-Torres demandait qu'on expose, donc tout près à X, je ne sais pas combien de inches du plafond, et donc dans une ligne comme ça, hein, toujours une ligne. Et donc, vous voyez que donc il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de mots qui sont Americana, Julio, comme Félix González-Torres faisait partie du groupe qui s'appelait Group Material, et donc Americana, c'est leur première exposition à la Biennale Whitney en 85, où ils avaient transformé tout le lobby en lieu de démonstration de tous les Americana qu'ils avaient pu trouver dans les puces et partout américaines. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a tout d'un coup ces termes français qui, Freddy Bohémienne, par exemple, alors ça, je crois que c'est Nadia qui avait choisi Freddy Bohémienne, et je lui ai dit pourquoi Freddy Bohémienne, parce que j'adore Freddy Mercury, et que 1830, c'est la conquête par la France de l'Algérie, et pour moi, c'est une date très importante pour moi. Donc voilà, donc Freddy Bohémienne, 1830. Donc, vous voyez, des mots qui font sens, qui font pas sens, et c'est ça qui est fantastiquement intéressant dans le travail de Félix González-Torres, mais c'est aussi le travail fantastiquement intéressant qu'on produit, ces 5 personnes. Et je trouve qu'en fait, elles ont complètement réactivé ce qu'est donc ce célèbre archiviste canadien Terry Cook. Chaque fois qu'un créateur, un utilisateur ou un archiviste interagit, intervient, interroge et interprète un document, ce document est construit de façon active. Comment on peut penser l'archive? Là, le portrait pensé comme une archive, qui d'un coup est à chaque fois réactivé. Alors, ce qui m'a complètement, moi, tué d'émotion, c'est une des participantes qui n'avait jamais revu sa famille depuis l'annonce de sa disponibilité. Donc, 30 ans après, elle a prévenu sa famille, elle leur a dit, voilà, je suis là, j'expose au Palais de Tokyo. Ça, moi, ça m'a complètement foutu par terre. Et donc, effectivement, sa sœur est venue, et elles ont parlé. Et d'un coup, il y a quelque chose qui s'est fait. Et qu'une exposition puisse produire ça, ça m'a complètement frappé. C'est ça qui m'a beaucoup frappé dans l'histoire d'exposé. Vous avez une œuvre de Zoé Léonard qui était aussi montrée. Sont parmi les premières œuvres qu'elle a faites quand elle est devenue artiste, qui sont donc ces fruits dont elle a pris les peaux et a cousu le peau. C'est encore l'idée de la reconstitution, de la réparation, et dont elle a consciemment, et qu'elle a demandé d'ailleurs au musée, on parlait de vulnérabilité, de ne jamais restaurer. Hein. Donc effectivement, les fruits ont pourri, enfin les peaux ont pourri, et puis ils se sont complètement, ils sont au plus proche de la poussière. Donc, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, pour parler d'émotion. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, comme je le disais dans le petit blog que je t'ai écrit durant les 3 mois d'exposé, c'est l'insistance avec laquelle, à chaque fois, toutes, de la même façon, les visiteuses de l'exposition, chaque visiteuse, venait nous voir, moi qui étais là tout le temps parce que je voulais être là pendant les 3 mois, donc j'étais absolument là tout le temps, j'ai fait visiter des expositions des dizaines et des dizaines de fois, et puis les médiatrices, les gardiennes, les curateurs, etc. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait nous voir et qui disait toujours de la même façon, ah oui, vous savez moi, mon oncle, mon grand-père, l'ami de mes parents, l'école où on ne disait rien, etc., toujours une histoire qui était arrivée à quelqu'un qui me touchait, qui n'était pas elle-même, bien sûr aussi, qui disait aussi, je suis et ce qui me frappait beaucoup, c'était cette espèce de silence qu'il y avait eu quand même. Et c'est que tout d'un coup, cette histoire leur était revenue. Et c'était revenu parce qu'il y avait une salle, une œuvre. Il y a même quelqu'un qui a dit à ma compagne, mon père, tu sais, mon père. Hein,
Donc en fait, une histoire qu'il avait oubliée, qui concernait son père. Voilà. Grâce à une œuvre, grâce à une salle, grâce à une image, grâce à une installation de parcours, il avait créé une espèce de traumatisme, de deuxième traumatisme, qui a fait renaître ce premier traumatisme, qui était parfois oublié, et qui tout d'un coup pouvait se dire. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé fantastique, et je ne sais pas si j'ai raison ou pas, hein, c'est cette communauté émotionnelle qui s'est mise en œuvre entre les choses, les artistes, les médiatrices, les gardiennes, les spectatrices et nous. Et tout ça était tissé de Dieu. Faudra conclure. Ah, faudra conclure. Oula. Bon, alors, je ne vais pas parler des lesbiennes. Alors, bon, juste parler de deux œuvres. Bon, celle-là, elle était très importante pour moi, elle est de Pierre Poussy, parce que d'abord, elle est dans mon livre. Hein, elle est dans mon livre, j'ai demandé à Pierre Poussy, pour ce collectif lesbien qui travaille encore aujourd'hui, de 4 artistes aujourd'hui, qui sont Brody, Joy Exana, Zoé Léonard et Carrie Yamanita, qui vivent à New York. Et donc, elles ont fait un travail absolument extraordinaire qui est dans mon livre, qui sert de deuxième et troisième de couverture. Donc, mon texte, il est enserré dans ce texte. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle For the Record. Hein, et en fait, qui convoque un certain nombre de personnes qui, si elles étaient vivantes, elles feraient tous ces petits gestes de vie quotidienne, comme allumer une cigarette, regarder Instagram, regarder Internet, draguer telle personne, avoir du cul avec une personne, etc., etc. Et donc, toutes ces personnes qui ne sont plus là, mais qui, si elles étaient là, vivraient avec le sida, on pose une espèce de poème absolument incroyable qui, dans les Tokyo étaient donc collés, contre-collés sur les immenses fenêtres de l'institution, donc en regardant vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, ça a été un débat au début, en version anglaise et française, était traduite par Catherine Papiria, donc en version anglaise et française, comme ça, à lire de façon continue, comme ça, comme des lignes continues, passant du français à l'anglais. Et qu'est-ce que je ferais si j'étais vivante? Je ferais une conférence sur cette pièce. Et c'est ça, l'insistance, finalement, de chaque personne qui serait là à venir, à raconter, à me raconter, à faire un geste, à entrer en connivence avec toutes ces histoires que viennent nous raconter les historistes, où personne n'est nommé et où personne n'est ni quiconque, ni quelconque. Et peut-être n'importe qui, mais pas n'importe comment. Alors, ma conclusion, convoquer des fantômes avec lesquels nous vivons, si elles vivaient encore, c'est tout le travail qu'a fait la philosophe belge Vinciane Després, qui a consacré 2 livres à ce que les morts nous font faire. Hein. Au bonheur des morts, et puis récemment, Les morts à l'œuvre, qui partent tous deux d'une intuition. Les mortes engagent les personnes vivantes à agir, sans que les modalités de cette action ne soient définies par les morts, mais demandant aux vivantes de les satisfaire, c'est-à-dire en somme, d'assurer aux morts un futur. Alors, dans Au bonheur de mort, c'était une enquête sur ce qui reste, et dans Les morts à l'œuvre, il s'agit de ceux qui insistent. Elles insistent et peuvent le faire parce que certaines les ont entendues insister, parfois des proches, parfois des très éloignés. Aussi, ces défunts prolongent leur existence par la grâce de celles qui entendent leur appel, deviennent ils ou elles nos morts en commun. Parce que les collectifs comme Pierre Poussy l'ont agencé ainsi. Et je reprends Vinciane Després. Elles insistent, disais-je, mais elles insistent à propos de quoi? Je crois que nul ne le sait précisément au début. Tout ce qu'on peut dire, c'est quelqu'une ou quelques-unes disent qu'elles sentent qu'il y a quelque chose à faire, que l'histoire n'est pas terminée. Et c'est l'œuvre qui donnera forme à cette insistance, qui nous offrira tant dans son élaboration que dans son aboutissement une réponse. Voilà. Alors, justement, je peux terminer là-dessus. Hein, c'est pas mal. Et on cette insistance-là, et voilà.
Merci, merci. On a encore quelques minutes pour des questions, des commentaires. Il y en a qui veulent prendre la parole.